Chaque jour, ce sont 20 millions de personnes qui passent les portes d'un aéroport avant de s'envoler. Mais comment ces villes miniatures fonctionnent-elles réellement? Pour le savoir, nous avons décidé de passer l'aéroport international de Francfort au rayon X pour découvrir comment il fonctionne de l'intérieur. Pour la toute première fois, grâce à des caméras de pointe et à la magie de l'imagerie informatique, vous verrez ce qui se passe à l'intérieur même des avions, des machines et de la tête des employés. Et si ce que nous en connaissons n'était que la pointe de l'iceberg? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rayonnement de ce gigantesque aéroport à travers le monde. Nous découvrirons comment des véhicules venus des quatre coins de la planète permettent au vol d'être à l'heure. Il n'y a que très peu de gens qui ont le droit de les conduire. Comment l'aéroport sait séduire les consommateurs de toutes les nationalités. Ces bouteilles valent 34 000 € pièce. Et comment il lutte au quotidien contre le trafic de drogue international. On cherche de la cocaïne. Oui, surtout de la cocaïne. Nous rencontrerons ceux qui placent l'aéroport de Francfort à la croisée des chemins. Ceux qui en font un carrefour international. Chaque jour, ce sont 700 appareils venus de 100 pays différents qui se posent à Francfort. Et même si les avions font le plus gros du travail, ils ne pourraient rien sans une armée de véhicules d'un tout autre genre. Chacun de ces points jaunes représente un véhicule au sol, une voiture ou un camion en action dans l'aéroport. Il y en a plus de 20 000, soit davantage que de taxis jaunes à New York. Et sans eux, votre avion n'atteindrait même pas la piste. Il est 10 heures et l'un de ces indispensables véhicules entre en piste. Il s'agit d'un tracteur d'avion, ce qu'ici on appelle un schlepper. Les schleppers existent en 3 tailles différentes. L, Ça, c'est un petit schlepper. XL Ça, c'est le schlepper intermédiaire. et enfin Et ça, c'est le méga schlepper. XXXL. Il s'agit ici d'un Goldhofer AST 1X. Son prix, la bagatelle d'1,5 million d'euros. Mais cet engin imposant les vaut jusqu'au dernier centime, puisque sans lui, aucun avion ne pourrait quitter la porte d'embarquement. En effet, les avions utilisent leur moteur pour se déplacer sur les voies de circulation de l'aéroport. Mais il leur est impossible de faire de même pour s'éloigner des portes en marche arrière. Les réacteurs aspireraient en effet d'énormes quantités d'air. Et avec cet air, un peu tout sur leur passage. Des cônes de signalisation aux tuyaux de carburant, en passant peut-être même par les agents de piste. Pour éviter ça, les avions sont remorqués par des schleppers. C'est au chef d'atelier Robert Stambach de s'assurer que ces tracteurs monstres tournent toujours à la perfection. L'entretien qu'on va commencer à effectuer aujourd'hui demande en général à peu près 80 heures de travail. Je vais refaire l'allumage, changer les filtres, faire la vidange. C'est peut-être pas le boulot le plus glamour du monde, mais je l'adore. Regardez ces engins, ils sont merveilleux. Le garage automobile de Francfort est le plus grand de tous les aéroports du monde. Logé dans un bâtiment de 270 mètres de long et 80 de large, il rivalise même avec les plus vastes des hangars à avions. Grâce à la technologie laser, nous pouvons cartographier les lieux et les découper en une myriade de points dynamiques. Nous pouvons ainsi survoler les dizaines de stations de travail, les centaines d'outils, les milliers de pièces de rechange. Le garage utilise 2,5 tonnes de graisse par an, commande 700 pneus par mois et emploie 120 mécaniciens à temps plein. Pourtant, Robert et ses collègues ne touchent jamais le moindre avion. Ce que j'adore, c'est que je suis payé pour réparer des choses. C'est très gratifiant comme travail. C'est beau de voir quelque chose fonctionner à nouveau. Robert étant occupé, profitons-en pour passer les schleppers au rayon X et découvrir ce qui, dans sa conception, lui permet de déplacer des charges titanesques.
Son châssis de 15 tonnes en acier lui fournit l'assise nécessaire pour porter un avion long courrier en charge, qui peut faire jusqu'à 40 fois son poids. Et ce sont deux énormes moteurs de 16 litres qui, à eux deux, développent 2 fois plus de puissance qu'une Formule 1, qui lui permettent de le manœuvrer. Ces mâchoires d'acier de 60 000 kg force peuvent agripper et soulever la roue avant du plus lourd des avions de ligne. Et ce qui fait la différence, ce sont les 6 roues motrices, 4 modes de direction et un arc de braquage de 60 degrés à l'avant qui ajoute une touche de grâce à ce monstre de puissance pure. Elle a des moteurs puissants, cette machine. 1300 chevaux. C'est pour ça qu'ils font autant de bruit. Le rugissement des moteurs, le souffle chaud de l'échappement. En somme, le rêve de tout mécano. Et une fois que Robert a terminé de bichonner le Schlepper, une poignée de petits vénards a le droit d'en prendre le volant. Parmi eux se trouve Stefan Zapp, et son travail consiste tout simplement à remorquer les plus gros avions de ligne du monde. Ça fait 14 ans que je travaille ici. Au début, je conduisais des schleppers de taille normale. Et puis au bout de 7 ans, j'ai été promu et je pilote maintenant les modèles les plus gros. Il n'y a que très peu de gens qui ont le droit de les conduire. La sensation de conduite est très particulière. Dans la façon dont il fait marche arrière, la façon dont il tourne. Même si je fais des embardées, je n'en perds jamais le contrôle. Stefan se dirige vers un avion en stationnement dont le décollage est prévu dans 15 minutes. Sa mission, l'éloigner de la porte d'embarquement en toute sécurité et dans les temps. Première étape, s'en approcher. Stefan utilise le mode de direction diagonale pour se mettre en position. Je me prépare à agripper la roue avant de l'avion avec les mâchoires du schlepper. Stefan doit s'approcher à moins de 50 mm de la roue et doit donc manœuvrer avec prudence. S'il venait à la heurter et à l'endommager, il risquerait de retarder le vol de plusieurs heures. Une fois parfaitement en position, Stefan active les mâchoires du schlepper, qui agrippent la roue avant de l'appareil. Grâce à un cric qui pourrait supporter le poids de 5 bus, le schlepper soulève tout l'avant de l'appareil. Stefan peut maintenant l'éloigner de la porte. Les 1300 chevaux du schlepper et son châssis massif lui fournissent la puissance nécessaire pour déplacer l'imposant appareil de 180 tonnes. Un ordinateur de bord permet à Stefan de contrôler indépendamment les 6 roues motrices pour une direction des plus précises. Le schlepper a la puissance d'un sumo et la grâce d'un gymnaste. Linksrum November, frei von 160. Invisible depuis la cabine de l'appareil, le schlepper est un travailleur de l'ombre. Mais alors que Stefan manœuvre son engin sur le taxiway, il sait que son rôle est capital. Rien qu'aujourd'hui, il va permettre à 8 avions et 4000 passagers de s'envoler sans problème. Si c'est stressant? Non, franchement, c'est pas stressant du tout. C'est un super boulot. Un boulot de rêve. Le schlepper de Stefan n'est qu'un des nombreux véhicules qui forment l'impressionnante flotte internationale de l'aéroport. Elle est en effet composée de 94 véhicules spécialisés originaires de 9 pays différents. Le dégivreur danois est équipé d'un bras hydraulique pourvu de 30 points d'articulation qui lui permet d'atteindre les parties les plus inaccessibles d'une aile. Les déneigeurs norvégiens débarrassent les pistes des précipitations hivernales sans rayer les sillons du tarmac. Les chariots à bagages en acier galvanisé thermolaqué belge peuvent transporter jusqu'à 6 fois leur propre poids. Et dans l'aérogare, une supercar britannique remplit, elle, son rôle sans bouger d'un millimètre. Ce bolide est le gros lot d'une tombola, mais il n'est pas là que pour vendre des billets. S'il est exposé ainsi, c'est pour arrêter les voyageurs admiratifs et, par la même occasion, attirer discrètement leur regard sur les bouteilles d'alcool placées en arrière-plan. Et ce n'est là qu'une des nombreuses stratégies mises en place par l'aéroport
pour booster la consommation. Il m'arrive de faire du shopping dans un aéroport juste pour passer le temps. Parfois, j'achète juste quelque chose qui me plaît et parfois, j'achète juste pour acheter. J'aime bien acheter des cadeaux à mon fils. J'achète plein de choses ici. Car ce qui rapporte le plus d'argent à l'aéroport, ce ne sont pas les avions, mais bien les boutiques. Les recettes de l'aéroport liées à l'aéronautique ne représentent en effet qu'un tiers de celles dégagées par son activité commerciale. En tant que directrice commerciale de l'aéroport, c'est à Ute Paul de faire en sorte que les voyageurs fassent chauffer la carte bleue. Ça fait plus de 10 ans que j'occupe ce poste. Et durant cette période, nous avons doublé les recettes commerciales moyennes par passager. Avec Ute, le shopping est devenu une science. Et pour elle, la première étape a été de comprendre la clientèle internationale de l'aéroport. Les voyageurs viennent de plus de 100 pays différents. Plus de la moitié d'entre eux sont des non-européens. Et pour certains d'entre eux, en particulier les voyageurs asiatiques, une des raisons principales de voyager, c'est justement de pouvoir faire du shopping. Chaque fois que vous faites des achats dans une boutique duty-free, l'employé scanne votre carte d'embarquement. C'est ce qui permet à l'aéroport d'évaluer les habitudes de consommation des passagers en fonction de leur nationalité, destination et compagnie aérienne. Ute connaît par exemple les recettes générées à chaque porte d'embarquement. Ce qui lui permet de savoir comment consomment les gens de diverses nationalités. Les Brésiliens, par exemple, dépensent presque 2 fois plus que le passager moyen. Les Sud-Coréens, presque 3 fois plus. Et les Chinois, plus de 5 fois plus. Alors, pour maximiser les ventes, l'équipe de Ute s'intéresse de près aux nationalités qui dépensent le plus. Il est 11 h et les passagers fraîchement débarqués d'un vol long courrier en provenance d'Asie se dirigent vers le terminal. On les voit ici représentés par des petits points rouges. Immédiatement, les vendeurs placent des affichages en chinois, coréen et japonais dans leurs boutiques pour attirer ces gros clients potentiels. Et pendant ce temps, l'aéroport déploie ses armes secrètes. Des personal shoppers qui parlent couramment mandarin. Je ne connais pas les produits ici. Et je ne comprends pas la langue. Alors la personal shopper m'a été très utile. Mais à Francfort, l'approche scientifique du commerce ne se limite pas à l'emploi de quelques interprètes. D'une certaine manière, un aéroport international n'est rien d'autre qu'un centre commercial où se posent des avions. À Francfort, les boutiques génèrent bien davantage de recettes que les taxes d'aéroport. C'est l'endroit idéal pour faire du shopping, parce que les gens ont du temps devant eux. La plupart des passagers restent ici plus de 3 heures. Ute Paul, la directrice commerciale, comprend ses clients étrangers. Par un agencement stratégique du terminal, elle sait comment les pousser à la consommation. La principale zone commerciale est délibérément placée juste après les contrôles de sécurité. Nous avons placé un immense concept store juste après les contrôles de sécurité. La théorie veut qu'après avoir été encadrés et traités de façon autoritaire, les passagers n'aient qu'une envie, n'en faire qu'à leur tête. Et quelle meilleure manière de jouir de leur liberté retrouvée qu'en faisant du shopping. Une fois qu'ils ont passé les contrôles de sécurité, ils sont dans un état d'esprit complètement différent et prêts à dépenser de l'argent. La théorie fonctionne. Et ce n'est pas là la seule méthode scientifique qui a été mise à profit. La caméra laser montre que cette boutique duty-free est aussi minutieusement pensée qu'un cockpit d'avion. Chacune de ces pastilles jaunes représente un point physique précisément mesuré et analysé. Elle montre que la boutique est agencée de manière à la rendre ouverte et accueillante. Il n'y a pas de porte ou d'obstacle. On n'a jamais l'impression de quitter le hall du terminal. Les rayons sont disposés à 45 degrés par rapport à l'allée centrale pour que les passagers puissent facilement voir tous les produits. Difficile de faciliter davantage le shopping. L'agencement est maîtrisé, les clients internationaux accompagnés. Et l'équipe de Ute a une dernière technique pour encourager les achats. Ce que vous voyez là, c'est bien plus qu'un simple groupe folklorique. Et ces produits sont bien plus que de simples saucisses. Ce sont des armes de persuasion massive.
Tous ces éléments locaux ont été réfléchis pour donner à l'aéroport davantage de personnalité. Si on ne leur donne pas une certaine couleur locale, les aéroports risquent de tous se ressembler. C'est très important que le passager ait la sensation d'être en Allemagne et nulle part ailleurs dans le monde. Au lieu de traverser un aéroport anonyme, le passager se retrouve plongé dans un environnement typiquement allemand. Et vous n'allez tout de même pas quitter Francfort sans rapporter quelques produits locaux à vos proches. Au début, nous n'avions que quelques charcuteries locales typiques, mais nous avons dû élargir notre gamme parce que les passagers chinois raffolent de la saucisse allemande. Grâce à ces stratégies, l'équipe commerciale de l'aéroport améliore son chiffre d'affaires chaque année depuis plus de 10 ans. Ces rentrées d'argent financent l'éclairage des pistes, les contrôleurs de taxiway et la brigade de pompiers. Et une fois de temps en temps, une transaction exceptionnelle souligne la remarquable efficacité de cette stratégie. Johannes Samann, le responsable du magasin, est sur le point de faire la plus grosse vente de sa vie. Il s'agit de 2 bouteilles de vin très rares que nous avons commandées pour un très bon client. Le client est un homme d'affaires chinois qui n'a fait le voyage que pour réaliser cet achat faramineux. Ces bouteilles valent 34 000 € pièce. Nous sommes très heureux d'avoir pu les trouver pour lui. Il devrait venir les chercher d'ici quelques minutes, alors je vais vous demander de couper la caméra. 2 bouteilles de vin, 68 000 €. C'est 20 fois le prix des taxes d'aéroport pour un énorme Airbus A380. Mais dans son propre intérêt, il faut espérer qu'il ne débouchera pas sa bouteille dans le vol du retour. Pour la simple et bonne raison que le vin n'aura pas le même goût, comme d'ailleurs aucun autre aliment. Et pour découvrir pourquoi, nous allons scanner un échantillon de sang. Un Airbus A380 décolle, direction New Delhi en Inde. Un nouveau pont qui relie 2 pays lointains, 2 continents, 2 cultures. Mais alors qu'il atteint son altitude de croisière, un besoin universel unit les passagers, quelle que soit leur nationalité. La faim. 3 restaurants distincts ouvrent alors leurs portes. Et les membres d'équipage se transforment en serveurs et serveuses. Dans l'ambiance raffinée de la première classe, le chef prépare les repas à la carte. Tandis qu'en classe éco, les plateaux repas ont été préparés pour répondre aux envies des passagers de 2 continents, 4 pays et 5 religions. Ce sont 477 repas qui vont être réchauffés, servis et débarrassés en tout juste 3 heures. Ils prennent leur déjeuner ou leur dîner à 37 000 pieds d'altitude. Pour eux, c'est normal, mais en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très particulier. De la cuisine servie en altitude, préparée et destinée à une clientèle internationale. Mais est-ce vraiment comme ça que les passagers voient les choses? J'aime pas la nourriture dans les avions. Je la mange parce que c'est ce qu'il y a. Je n'aime pas trop ça. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas à mon goût. Il faut bien manger, donc ça passe. Alors qu'est-ce qui cloche dans le goût de la nourriture des avions? C'est une énigme que le spécialiste de la nutrition, le docteur Florian Mayer, est bien décidé à résoudre. Et un premier élément de réponse a attiré son attention. Nous sommes 4 fois plus susceptibles de commander du jus de tomate à bord d'un avion qu'au sol. Tous les ans, la Lufthansa, à elle seule, sert suffisamment de jus de tomate pour remplir les soutes de 2 Boeing 747. À bord, les compagnies aériennes servent autant de jus de tomate que de bière et nous avons voulu savoir pourquoi. Difficile pour Florian d'effectuer ses recherches à 37 000 pieds d'altitude. Mais par chance, il n'a pas à le faire. À l'intérieur de ce hangar, dont la construction aura coûté 5 millions d'euros, un tronçon d'appareil de 15 mètres de long a été placé à l'intérieur d'un immense cylindre à pression. Ce cylindre permet de reproduire les conditions d'un vol en altitude. On peut simuler la température, la ventilation, le bruit. On peut aussi ajuster l'humidité et la pression pour reproduire le plus fidèlement possible l'environnement d'un vol. Pour découvrir pourquoi le jus de tomate a tellement de succès à bord, Florian demande à des volontaires de comparer son goût. Tout d'abord dans les conditions normales de température, pression et humidité au sol. Puis dans les conditions qui simulent un vol en altitude. Un élément revient régulièrement. Les volontaires affirment que le jus n'a pas le même goût en altitude.
Le jus de tomate a une odeur et un goût un peu terreux, un peu boisé au sol. Alors que si on en boit à bord d'un avion en vol, le goût sucré est beaucoup moins prononcé. Pour cette raison, le goût du jus de tomate semble plus acide, plus frais, plus rafraîchissant. C'est parce que le jus de tomate a un goût plus agréable et plus rafraîchissant en altitude que tant de passagers en commande. Mais qu'y a-t-il derrière ce changement de saveur? Pour Florian, tout est une question de qualité d'air en altitude. L'air y est en effet moins dense qu'au niveau de la mer, ce qui modifie le comportement de certains éléments chimiques clés. Cela signifie que moins d'oxygène pénètre dans nos poumons à chaque inspiration, que les cellules d'hémoglobine de notre sang n'ont pas autant de molécules d'oxygène à capter et à véhiculer dans notre corps. C'est ce qui provoque la somnolence pendant le vol et endort aussi les papilles. C'est ce qui change le goût du jus de tomate, mais aussi celui du vin, du café, du thé et de tout un tas d'autres ingrédients. Et cela signifie que la nourriture et les boissons ont besoin d'avoir une saveur plus prononcée en altitude. Les traiteurs qui fournissent les compagnies aériennes savent qu'ils doivent utiliser davantage d'herbes et d'épices, davantage saler les plats, davantage les sucrer, pour obtenir la même odeur et la même sensation de goût à bord de l'appareil qu'au sol. Au sol, à Francfort, les traiteurs de LSG Sky Chef ont l'habitude de corser les saveurs de leur cuisine internationale. Pour le vol à destination de New Delhi, ils ajoutent jusqu'à 20% de plus de cardamome, de cumin et de piment pour donner un peu plus de peps au curry qui sera servi à bord. À travers le monde, l'entreprise Sky Chef produit plus d'1 million de repas par jour. Et dans un hub international comme ici à Francfort, ils ont besoin de cuisiniers spécialisés dans la bratwurst allemande, le curry indien et le bento japonais. Il est 17h à l'aéroport de Francfort. Mike et James viennent livrer les plateaux repas d'un vol long courrier, l'un des 3 dont ils assureront le ravitaillement aujourd'hui. L'élément clé dans ce travail, c'est la rapidité. Il faut faire son boulot le plus vite possible et le faire bien. La vitesse est cruciale, mais la maîtrise également. S'ils venaient à percuter un avion de 360 millions d'euros avec leur camion de 15 tonnes, ça risquerait de faire désordre. Il faut être très prudent parce qu'il ne faut surtout pas endommager l'appareil. Ce sont de gros camions qu'on conduit. On roule à côté d'engins qui valent des fortunes et on passe juste à côté des moteurs. Il faut s'approcher le plus vite possible de la turbine, mais sans la toucher. Ils se garent prudemment à côté de l'appareil. Ils ne disposent que de 30 minutes pour charger 1 millier de repas. Et ils rencontrent un obstacle inattendu. La porte de service du pont supérieur se trouve à 8 mètres de hauteur. Heureusement, leur véhicule n'est pas un camion ordinaire. D'une valeur de 400 000 euros, ce poids lourd venu d'Irlande du Nord est équipé d'une plateforme élévatrice. Une fois qu'il est en position près de l'appareil, un système de cale lui permet d'assurer sa stabilité et d'élever sa plateforme qui est capable de soulever une charge de 4 tonnes jusqu'à 8 mètres de hauteur. Vous voyez l'aile, juste là? Je la surveille de très près. Je veux surtout pas que l'avant du camion la touche. Une fois entièrement dépliée, cette plateforme coulisse et vient s'aligner parfaitement avec la porte de service de la cabine. L'équipe de livraison peut à présent transférer les repas à bord. Et elle n'est pas la seule en pleine opération de chargement. Juste sous leurs pieds, les bagagistes remplissent les soutes de l'appareil. Pendant qu'on fait notre travail, les gars en bas font le leur. Ils remplissent les soutes et donc ils chargent pas mal de poids dans l'appareil. Au fur et à mesure que les soutes à bagages se remplissent, l'avion s'affaisse sur ses suspensions. Si le camion de Mike et James ne suit pas le mouvement, il risque de forcer sur la porte de la cabine et d'endommager le fuselage. La solution? Utiliser une sonde de pression. Si l'espace entre la porte et le camion se réduit trop, le mécanisme élévateur se replie automatiquement pour éviter la collision. La sonde de pression est en place. 1 millier de repas vont pouvoir être transférés à bord rapidement et en toute sécurité. Mais les aliments qui composent ces repas n'en sont pas forcément à leur premier voyage aérien.
Certains d'entre eux sont même peut-être de véritables habitués. Francfort est l'aéroport de fret qui bénéficie du trafic le plus important d'Europe. Chaque jour, il réceptionne 700 tonnes de produits frais en provenance du monde entier. Ces légumes, par exemple, sont à 6300 km de l'aéroport de Nairobi, au Kenya. Ils ont poussé en Afrique avant d'être achetés par des supermarchés européens. Avant d'arriver en rayon, ils vont devoir survoler 12 pays pour atterrir en Allemagne avant d'être dispatchés dans toute l'Europe par camion. Pour qu'ils restent frais, ils vont devoir être transportés et conservés en permanence à 8 degrés Celsius. Et ils devront effectuer le voyage tout entier en moins de 24 heures. Il y a à peine une génération de ça, ce voyage aurait tout simplement été impossible. Aujourd'hui, les légumes sont même découpés au Kenya, prêts à passer à la poêle. Mais alors, comment font les compagnies aériennes et l'aéroport pour gagner cette course contre la montre? Lançons le chronomètre. La première étape du voyage consiste à transférer les légumes de l'usine de traitement à l'avion cargo. Notre caméra thermique nous montre que dès l'instant où il quitte l'environnement réfrigéré de l'usine, il se trouve à la merci du soleil africain. Chaque seconde passée sous cette chaleur accablante augmente la température des légumes, qui risquent alors de se gâter. Deux heures plus tard, ils sont arrivés jusqu'à l'avion et le soleil s'est couché. Mais à 16 degrés, la température reste tout de même très douce. 75 tonnes de denrées périssables attendent sur le tarmac, et parmi elles, les légumes. Leur température est déjà supérieure de 5 degrés à celle qu'ils avaient en sortant de l'usine. On voudrait partir maintenant. Wolfgang Grebiger, le commandant de bord, doit charger son avion le plus vite possible. Il faut qu'on les transfère rapidement de l'entrepôt jusqu'à l'avion. On peut réfrigérer l'entrepôt, on peut réfrigérer l'appareil, mais c'est entre les deux que nous sommes à la merci du climat local. Par chance, cet avion cargo MD-11 a été pensé pour permettre de charger la marchandise rapidement. Les MD-11 étaient à l'origine conçus pour le transport de passagers, mais nombre d'entre eux ont été modifiés pour servir d'avions de transport à bas coût. Retirer les sièges a permis de libérer un deuxième niveau pour accueillir la marchandise qui se charge par 4 portes latérales. Un design astucieux permet ensuite de déplacer la marchandise à l'intérieur de l'appareil, des centaines de roulettes encastrées dans le sol. Des rouleaux plus larges, motorisés et orientables font avancer des palettes de plus de 6 tonnes. Les roulettes omnidirectionnelles leur permettent de glisser sans effort sur le plancher. Grâce à elles, les manutentionnaires pourront charger 75 tonnes de marchandises en tout juste 2 heures. Décollage dans 1 minute. Décollage dans 1 minute. Cargo Lufthansa 8299, prêt au décollage, piste 6. Le vol décolle parfaitement à l'heure. Sa destination, l'Europe. Dans 7h30, on sera à Francfort. Durant ce laps de temps, la cargaison de l'avion doit être conservée à une température très précise. Elle est composée d'articles très divers et de valeurs. En plus des légumes, il y a des fruits, des fleurs et du poisson. Et alors que l'avion atteint 38 000 pieds, son altitude de croisière, il est beaucoup plus difficile de garantir la fraîcheur des produits. À l'extérieur, la température est de moins 57 degrés. Par conséquent, il nous faut chauffer les soutes pour pouvoir conserver la température au niveau préconisé. Pour empêcher sa marchandise de geler, Wolfgang a besoin d'une source de chaleur importante, et ce, à quelques 11 km du sol. Par chance, il en a 3 sous la main, puisque certaines zones des réacteurs de l'avion atteignent 200 degrés Celsius. L'air brûlant en provenance des moteurs traverse un échangeur de chaleur où il est rafraîchi par un simple contact avec l'air glacé extérieur. Un réseau de conduits d'aération fait circuler cet air chaud à l'intérieur des soutes, où il fait grimper la température jusqu'à 5 degrés, ce qui permet au produit d'être conservé de façon optimale.
On est réglé sur 5 degrés, la température de réfrigération idéale pour les denrées périssables. Alors que l'avion traverse la Méditerranée, la cargaison de Wolfgang est à l'heure et parfaitement préservée. Tu sais ce que j'aime dans les transports de marchandises? Non, dis-moi. Elles se plaignent beaucoup moins que les passagers. Il est à présent 9h45. Une cargaison de légumes, fruits et poissons frais en provenance du Kenya est à une demi-heure de l'aéroport de Francfort. L'objectif est de les transporter de Nairobi jusqu'à votre supermarché en 24 heures, tout en maintenant des conditions de conservation optimales. Au terminal fret, Katharina Ribezel, la planificatrice, attend l'arrivée de l'appareil. C'est à elle de faire en sorte que pour ces vols, tout se déroule pour le mieux, en l'air comme au sol. Mon objectif, c'est de caser le plus de vols possible dans le planning pour faire décoller le plus d'avions possible. C'est ce que je m'escrime à faire toute la journée. Le succès de toute opération de fret dépend de la rapidité avec laquelle les avions atterrissent et sont déchargés. Une leçon que l'aéroport a apprise il y a bien longtemps, lorsqu'il a sauvé une ville entière de la famine. Cette ville, c'était Berlin-Ouest. Une enclave ouest-allemande isolée en plein territoire communiste. Durant l'été 1948, la ville n'a suffisamment de provisions que pour tenir 30 jours. Alors, au moment où les forces soviétiques coupent les accès routiers et ferroviaires, la population de Berlin-Ouest est menacée de mourir de faim. Les seules routes encore ouvertes pour acheminer la nourriture et les médicaments sont 3 couloirs aériens, dont l'un part de Francfort. Le 26 juin 1948, le général Curtis LeMay ouvre le pont aérien. Le pont aérien de Berlin demande aux planificateurs de mettre sur pied un procédé révolutionnaire. Ils doivent faire en sorte que dans le couloir aérien, chaque avion C-54 Skymaster devance toujours d'au moins 15 minutes le suivant. Le problème, c'est que ça ne suffira pas à faire circuler suffisamment d'avions pour sauver Berlin de la famine. Les planificateurs ont alors l'idée de multiplier le nombre de couloirs aériens par 5 en les superposant, chaque avion volant 150 mètres au-dessus du précédent. De nos jours, l'aéroport utilise cette technique de superposition lorsque plusieurs avions attendent d'atterrir. Il y a 60 ans de ça, elle permettait de faire décoller un avion toutes les 3 minutes. Mais 5 fois plus de vols, c'est autant de pression supplémentaire sur les épaules des équipes qui doivent charger et décharger les appareils. Aujourd'hui, cette machine hydraulique de chargement peut soulever 35 tonnes de marchandises en 156 secondes, en faisant glisser les palettes sur des rouleaux d'acier. Nous disposons de 2h45 entre l'arrivée de l'avion et le moment où il redécolle. Le déchargement prend 1 heure, le chargement 1 heure de plus. En 1948, l'aéroport n'avait pas de machine de chargement. Au lieu de ça, 300 personnes supplémentaires avaient été embauchées pour faire le travail à la main. Après 15 mois et plus de 250 000 vols entre Francfort et Berlin-Ouest, les Soviétiques finiront par lever le blocus sur la ville. Le plan a fonctionné. La ville et ses habitants sont sauvés. Les avions cargo ont parcouru plus de 148 millions de kilomètres. Et les équipes au sol ont chargé et déchargé plus de 2 300 000 tonnes de marchandises. Le pont aérien de Berlin est assurément l'opération la plus impressionnante qu'on ait jamais vue. Il est 9h57. Et l'avion cargo en provenance de Nairobi se pose à Francfort. Nous sommes arrivés. On a enfin atterri. Notre travail est terminé. Les équipes au sol vont prendre le relais et s'occuper des denrées périssables. La marchandise à bord est toujours à 6,8 degrés, température idéale pour la conservation des produits primeurs. Et les membres de l'équipe au sol travaillent avec la même efficacité que leurs homologues durant le pont aérien. Il leur faut tout juste 60 minutes pour sortir les 75 tonnes de marchandises de l'avion et les déposer sur le tarmac. Le chargement va à présent se diriger vers le centre des denrées périssables, où en moins de 6 heures, il va être trié et chargé à bord de camions. C'est à Max Hüttel, l'agent de fret, de s'assurer que tout se passe dans les temps. On a pas mal de pression au niveau des horaires. Les denrées qu'on reçoit sont très fraîches.
Et 95% de ce qui arrive aujourd'hui va repartir aujourd'hui. La cargaison en provenance de Nairobi peut être traitée entre 4 et 6 heures. Le centre des denrées périssables est conçu pour pouvoir les trier rapidement et efficacement. Il est divisé en 3 zones clés suivant le type de produit. Chacune de ces zones est refroidie à une température spécifique, l'une des 3 descendant jusqu'à 0. Des portes automatiques permettent de faire en sorte que la température reste constante en empêchant l'air froid de sortir. Ces images de notre caméra thermique nous en montrent l'efficacité. Les machines et les employés sont les seuls points rouges. Tout le reste, y compris les produits kényans, sont bleus. 8 degrés Celsius, c'est la température idéale pour les haricots. Le poisson frais, lui, est conservé à 2 degrés. Pour prévenir la contamination de la chaîne alimentaire, des tests sont effectués sur un échantillon de chaque cargaison. Ces tests sont très importants. Personne n'a envie d'être malade. Un expert commissionné par l'État ouvre cette perche du Nil pour vérifier la qualité de la cargaison de 11 tonnes dont elle est extraite. Si l'on trouve quoi que ce soit d'anormal, des parasites par exemple, il faut détruire toute la cargaison. L'inspection terminée avec succès, le chargement peut commencer. Il ne faut pas plus de 28 minutes pour remplir un camion de 40 tonnes. Pas plus de 3-4 heures avant que les camions soient chargés. C'est très très rapide. Parfaitement préservés, les légumes vont atteindre les supermarchés de toute l'Europe moins de 24 heures après avoir quitté Nairobi. La nourriture n'est pas seulement fraîche, elle est aussi extrêmement rapide. La cargaison de Nairobi ne représente qu'une fraction des importations qui vont transiter par l'aéroport aujourd'hui. Chaque jour, des avions apportent plus de 6000 tonnes de marchandises, sans compter une marchandise qui a tout intérêt à se faire discrète. La drogue. Les douanes savent qu'à bord de certains vols qui se poseront à Francfort, les trafiquants auront dissimulé des drogues illégales. Quelque part, dans les centaines de milliers de bagages, il peut y avoir des expéditions de marijuana, de cocaïne ou d'héroïne. Mais les rayons X ne suffiront pas à les détecter. Dans un entrepôt spécial dédié à leur inspection, le service des douanes allemandes s'intéresse aux bagages d'un vol en particulier. Chaque valise doit être vérifiée en quelques secondes pour ne pas faire attendre son propriétaire à l'intérieur du terminal. On les pose par terre, alignés, comme ça c'est plus facile. Et on a de bonnes chances de trouver ce qu'on cherche. Même avec des agents surentraînés, il faudrait plusieurs minutes, voire même quelques heures pour fouiller à la main les 300 valises. Mais heureusement pour les passagers, un des tout meilleurs agents du service s'apprête à intervenir. Il s'appelle Mex, et c'est un des 34 chiens de détection qui travaillent à l'aéroport de Francfort. Mex est un chien de sauvetage. Il est arrivé à l'aéroport il y a à peu près 6 ou 7 ans. Mex s'est dressé pour faire ce travail depuis qu'il est tout petit. Son maître chien est formé, elle, pour reconnaître ses mouvements et ce qui attire son attention. Il peut détecter 7 types de drogues différents grâce à son odorat, et il attend sa petite récompense chaque fois qu'il en trouve. Le professionnel se met au travail. Sous l'œil attentif de son patron, le responsable de la brigade canine, Dieter Keller. En général, Dieter travaille avec des labradors pure race, des bergers allemands ou des malinois. Mais il a fait une exception en remarquant l'intelligence de Mex au poste de secours. Quelle race? Mex n'a pas de race en particulier. Il lui faut beaucoup de concentration pour faire son travail. C'est un travail très exigeant pour un chien. Mex passe tous les bagages en revue et vérifie une quarantaine d'entre eux en à peine plus d'1 minute et demie. Rien à signaler. Mais Dieter a des preuves qui montrent l'efficacité de sa brigade canine à dénicher des narcotiques. Tout ça, c'est ce qui a été trouvé par les chiens. La poudre blanche, de la cocaïne. On peut mettre 100 grammes de cocaïne dans une chaussure. Et 100 grammes de coke, c'est 20 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, en très peu d'espace. Mais l'appareil de détection le plus perfectionné de tout l'aéroport permet à Mex de les repérer parmi des centaines de bagages.
Le nez d'un être humain possède 6 millions de récepteurs olfactifs. La truffe d'un chien en a, elle, 300 millions. Mais ce n'est pas tout. La truffe d'un chien contient un repli de chair que les humains ne possèdent pas. Lorsqu'un chien inhale, ce repli dirige l'air vers les cellules olfactives. Sa façon d'expirer n'est pas la même non plus. Les hommes expulsent l'air par les mêmes orifices que ceux par où il est entré. Un chien, lui, expire par 2 fentes latérales, ce qui lui permet de ne pas s'interrompre lorsqu'il renifle. Un chien occupe 40 fois plus de ses ressources cérébrales pour analyser les odeurs qu'un humain. La conséquence, c'est que l'odorat d'un chien est 100 000 fois plus sensible que celui de ses maîtres chiens. Après avoir passé en revue tous les bagages de 2 vols, la truffe hypersensible de Mex n'a encore rien détecté d'anormal. Mais tout ça pourrait très vite changer. Cette valise arrive de Rio de Janeiro. On vérifie 100% des vols en provenance d'Amérique du Sud. On cherche de la cocaïne. Oui, surtout de la cocaïne. Selon les estimations, ce serait chaque année 48 tonnes de cocaïne que les trafiquants feraient passer en Europe depuis l'Amérique latine. Voilà pourquoi ces bagages-là sont à vérifier en priorité. Grâce à notre caméra embarquée et ses images au ralenti, vous allez voir avec quelle efficacité la truffe de Mex fonctionne. Chaque valise est reniflée, analysée et validée en quelques secondes. Bientôt fini. Ce lot de bagages semble passer l'inspection. Quand tout à coup, Mex commence à mordre et donner des coups de patte à une valise pour signifier qu'il a détecté de la drogue. Du hashish. À l'odorat, les chiens renifleurs peuvent repérer 1 millième de gramme. Cette valise en contient un demi-kilo. Pour Mex, c'est une réussite. Mais pour Dieter, ça fait simplement partie de l'entraînement de son agent star. Dieter a délibérément placé le hashish dans la valise. Il sait que pour que Mex reste motivé, il doit trouver quelque chose à chaque inspection. C'est très important pour le travail qu'on fait avec le chien qu'il réussisse, qu'il trouve quelque chose à tous les coups. Si le chien sait qu'il n'a aucune chance de trouver quoi que ce soit, il ne voudra plus travailler pour nous. Pour l'instant, le chien est notre meilleur allié dans la lutte contre le trafic de drogue, d'armes, d'explosifs ou du reste. Pour Mex, la récompense, c'est de pouvoir jouer. Pour l'aéroport de Francfort, c'est l'assurance de savoir que Mex et ses collègues à 4 pattes détectent chaque année l'équivalent de plus de 22 millions d'euros de drogue. Ils jouent un rôle clé dans la lutte contre les criminels d'envergure internationale, ici, au cœur de l'aéroport de Francfort.